Bienvenue à tous. Nous voici donc au webinaire des rencontres de la Vraie Galante, avec vous, professionnels du tourisme, professionnels du vélo, qui participez donc au sujet de la Vraie Galante. Quelques petites consignes pour commencer. Donc, vous avez vos micros, vos caméras de couper, c'est normal. On va être donc que nous intervenants à avoir nos caméras et nos micros d'ouverts. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat qui est donc en bas de la page. Donc on y répondra au fur et à mesure, on essaiera de faire des petits blocs, des sessions. Les intervenants, on est quatre aujourd'hui. Donc ma collègue Elena Atirnatou, donc qui est Vilaine Tourisme, qui est la coordinatrice de la Régalante. Moi-même, également à Ille-et-Vilaine Tourisme, donc je suis chargée de mission itinérance et déléguée accueil vélo. Élise Bouillet, chef de projet itinérance pour la Loire-Atlantique Développement. Et Fabrice Desbois, à Titude-Manche, il est sur le développement de l'itinérance et des loisirs à outdoor. Et on accueillera deux professionnels tout à l'heure en témoignage. On vous en dira plus un peu plus tard. Donc, avant tout, merci de votre présence aujourd'hui et merci d'avoir répondu au questionnaire également, le bilan de la Régalante, qui nous a beaucoup aidé, notamment pour préparer ce webinaire, pardon. Je vais laisser la parole à ma collègue Elena pour toute la partie Régalante. Merci Angélique, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin aussi nombreux. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par une présentation de la Régalante. Donc la Régalante, donc c'est cette nouvelle véloroute qui va du Mont-Saint-Michel à Nantes et qui a été inaugurée en mars 2024. Donc l'inauguration s'est faite d'un bout à l'autre à travers 2 week-ends festifs et dans les différents territoires. Donc, c'est la véloroute qui va du Mont-Saint-Michel à Nantes et qui passe par des villes emblématiques comme Fougères, comme Vitré, la Guerche de Bretagne, ça passe par Martigny-Ferchaud, Châteaubriand, Nort-sur-Erdre, et avec une arrivée à Nantes. Donc, décidément, c'est la véloroute qui traverse 3 départements, 3 régions et une dizaine de PCI. Alors, les particularités, si on doit parler de la Régalante en bref, bah, c'est un itinéraire qui fait 275 km. Donc, c'est d'une longueur raisonnable, j'ai envie de dire. C'est un itinéraire qui est d'une longueur voilà, raisonnable, relativement court. Il a été divisé en 9 étapes, donc des étapes qui sont aussi des étapes relativement courtes de 19 à 40 km. Donc de ce fait-là, donc du fait de sa longueur, du fait des étapes courtes, c'est un itinéraire qui est accessible à des personnes qui ne sont pas habituées de l'itinérance, à des personnes qui souhaitent se lancer. Et c'est un itinéraire qui est balisé, qui a été balisé dans les deux sens. Donc, une fois le balisage validé, mis en place, nous avons pu réaliser l'inauguration. Donc, le balisage est réalisé avec ce que vous voyez là dans une petite photo. Après l'inauguration, on a bien sûr eu quelques retours puisque cette première saison a servi aussi de phase de test. Donc il y a effectivement des retours que l'on a eu avec quelques soucis de balisage à des endroits comme en train, par exemple, ou alors dans comment retrouver aussi sa route dans Vitré. Donc tous ces retours-là, on les a bien eus, on les a bien pris en compte. Mais de manière générale, l'itinéraire est balisé et on peut se diriger d'un bout à l'autre sans se perdre et sans avoir forcément besoin du GPS. La question du dénivelé, là aussi, c'est un itinéraire qui a peu de dénivelé. Alors, c'est un itinéraire facile du point de vue des critères nationaux. Donc, il est classé dans des itinéraires faciles du fait du peu de dénivelé. Mais malgré tout, il y a quand même des difficultés à prendre en considération pour les débutants notamment. Donc, on a eu des retours sur des zones en fait où le dénivelé est important, où le dénivelé est à signaler en amont pour que justement les débutants puissent être conscients que voilà, il y a quand même des petits points de difficulté.
Alors, les étapes, donc il y a 9 étapes courtes, mais en fait, l'intérêt aussi de l'arrêt Galante, c'est qu'il traverse 25 centres-villes et des centres-bourgs, ce qui apporte aussi des points de service pour le cycliste. Quant au type de voie, donc l'itinéraire, elle est à presque 50% en site propre. Donc c'est un itinéraire qui, à 50%, est sur une voie qui est dédiée aux cyclistes ou alors en mode de déplacement non motorisé. Et l'autre moitié de l'itinéraire est en voie partagée. C'est en général des routes secondaires et des routes qui sont peu fréquentées. Malgré tout, on nous a aussi signalé des traversées départementales. Donc là, c'est des points de vigilance à signaler. C'est des points de vigilance que nous avons signalés sur le site France Vélo Tourisme. On va en parler un peu plus loin. Il y a aussi des zones où parfois les routes ont été fréquentées. Donc, c'est des choses aussi, des points de vigilance à prendre en compte pour les cyclotouristes et surtout nous à signaler en amont. Quant aux informations touristiques qu'on peut trouver le long de la Galante, il est ponctué de 12 offices de tourisme et bureaux d'information du nord au sud. Voilà en bref les chiffres et les données de la Galante. Et d'autre part, l'arrêt Galante, par rapport à d'autres itinéraires, ben, il a un positionnement marketing autour de 3 axes majeurs. Donc, c'est pour le cycliste la promesse d'un voyage dans l'histoire, puisque l'ensemble de l'itinéraire est ponctué de patrimoine historique remarquable. Alors, il y a le Mont-Saint-Michel, donc voilà, l'abbaye médiévale, l'arrivée à Nantes dans la ville historique, mais tout le long, il y a des châteaux, il y a des villes médiévales, il y a aussi des villes charmantes comme la Guerche de Bretagne. Donc, l'ensemble de l'itinéraire est ponctué d'un patrimoine bâti remarquable, ce qui donne aussi un axe historique, un axe patrimonial qui est très important. D'autre part, c'est aussi la promesse d'un voyage nature, d'un voyage de déconnexion, puisqu'on a une variété de paysages, et c'est ce qui a été apprécié cet été par les cyclotouristes, c'est d'avoir une diversité de paysages du nord au sud. Donc on part des polders du Mont-Saint-Michel, on parcourt la voie verte jusqu'à Vitré, on a des paysages de marais, de vallons, de lacs, forêts, une partie du canal de Nantes à Brest, les marais de Mazerolles et encore une fois là, et l'Erdre jusqu'au bout, jusqu'à Nantes. Et la troisième spécificité de l'itinéraire, la Galante, donc c'est aussi le nom, la Galante, c'est aussi la gourmandise, se régaler tout le long de l'itinéraire. Donc c'est un itinéraire aussi à la recherche à la découverte des spécificités, des spécialités locales. On en a quelques-unes qui sont voilà, l'omelette de la mère Poulard, le paumé, des spécialités locales à découvrir dans les nombreux marchés locaux. Voilà pour la partie marketing. Et Alors, oui, me permets, je vais juste rallumer ma caméra. Voilà. Je me permets une petite interruption et si vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas. C'est le cas donc de Gérald qui pose la question enfin qui indique qu'il faut intégrer l'endroit du dénivelé important quand il y en a. Alors c'est quelque chose qu'on va répondre, on en parlera tout à l'heure. Et déjà, l'information est sur France Vélo Tourisme. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard oui. de France Vélo Tourisme. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, au fur et à mesure, on y répondra. Effectivement, en fait, on va aborder cette question-là un petit peu plus loin. Et on va vous préciser en fait aussi le fonctionnement de France Vélo Tourisme et où apparaissent ces informations-là. Alors, l'itinéraire, donc, dans son fonctionnement, derrière l'itinéraire, ben, il y a un comité d'itinéraire. Donc, pour sa mise en tourisme, donc, qui a été la création de l'itinéraire, l'étude de faisabilité qui a été menée pour mettre en tourisme cet itinéraire. Et donc, par la suite, le développement de l'itinéraire, ben, ce sont des thématiques qui sont travaillées de manière collective par le comité d'itinéraire. Donc, ce comité d'itinéraire regroupe les 10 EPCI traversés, les représentants des 3 départements et puis les 3 agences de développement touristique également des 3 départements. Donc, le travail se fait à 2 niveaux. Donc, il y a un travail technique mené par les techniciens des représentants du comité d'itinéraire. Et ensuite, il y a une validation des actions à mettre en place, une validation politique
qui est faite lors de comités de pilotage et tout est validé par les élus des représentants du comité, dans le comité d'itinéraire. Alors, de manière générale, les missions du comité d'itinéraire, donc ça a été la mise en tourisme, mais en fait, maintenant, sur le plus long cours, c'est de développer une offre de services homogène sur l'ensemble de l'itinéraire, déployer aussi une signalétique suffisante et adaptée aux besoins des cyclotouristes, assurer la promotion de l'arrêt galante, représenter l'arrêt galante dans les instances nationales et d'autres missions. Là, voilà, j'ai mis peut-être les plus importantes. Si on doit balayer donc les actions du comité d'itinéraire depuis sa création, il y a bien sûr l'organisation de l'inauguration de l'itinéraire sur les 2 derniers week-ends de mars 2024. Donc il y a eu un travail sur la presse, l'accueil de l'influenceur Julien Audigier, et puis aussi l'organisation des animations dans les villes d'étape. Le travail qui a été mené aussi autour de la presse a été de créer et de diffuser le dossier de presse auprès de la presse locale, régionale, nationale et la presse de spécialité. Nous avons également créé la carte touristique. Et puis, nous avons également, le comité d'itinéraire a également financé une étude de fréquentation pour l'année 2023. Donc, nous avons déjà des premiers chiffres de fréquentation pour l'année zéro de l'arrêt galante. Donc, l'année 2023, c'était avant l'inauguration. Donc, il y a déjà une fréquentation qui était déjà importante sur 2023, mais c'est surtout cette année de référence va nous permettre par la suite d'avoir des points de comparaison avec les années à venir. Ah. Alors, en parlant justement de presse, donc il y a eu ce dossier de presse qui, en amont de l'inauguration, a été diffusé auprès de la presse. Et donc, de manière rapide, pour balayer un petit peu les retours presse, on a eu au total, depuis l'inauguration, 72 parutions, tous médias confondus, donc presse écrite, télé et radio. Et peut-être des choses un peu plus saillantes, on a eu quatre articles dans la presse étrangère, notamment un article très étoffé de The Guardian, c'est un journal anglais. Il y a eu également 3 articles dans la presse nationale française, donc dans les Échos, Le Figaro, Le Monde. 3 reportages sur des chaînes télé nationales, donc sur TF1, France 2, 2 fois sur France 2. Et puis 2 articles dans la presse spécialisée. Donc tous ces retours presse ont permis aussi de faire connaître l'arrêt galante sur cette première année de lancement. Et puis d'avoir en fait des cyclotouristes qui, voilà, on a rencontré des cyclotouristes qui venaient là à la suite du reportage du 13h de TF1 par exemple. Donc il y a eu beaucoup d'engouement et beaucoup de retombées après ces parutions. Pour terminer cette première partie sur la présentation générale de l'itinéraire, donc je m'adresse donc à vous, professionnels, pour, euh, pour vos différents besoins autour de la Régalante, j'ai mis là en fait la carte avec vos interlocuteurs locaux. Donc votre entrée sur la Régalante se fait via les interlocuteurs locaux qui sont les offices de tourisme du nord au sud tout le long de l'itinéraire. Donc j'ai mis du nord au sud les bureaux d'information, les offices de tourisme, les contacts. Donc pour toute question relative à la Régalante, vous avez ces contacts locaux. Et en fait, à la fin de ce webinaire, on vous laissera également nos contacts dans les agences de développement touristique des 3 départements. Alors, pardon, avant de passer au projet, petite question qui a été posée, qui n'est pas des moindres. Pourquoi le sens Le Mont-Saint-Michel, Nantes? Alors Enfin, effectivement, soit toi ou comme vous voulez. j'y vais. Alors c'est un sens qui est suggéré du Mont-Saint-Michel à Nantes. Après, l'itinéraire peut se faire dans les 2 sens. Peut-être que Fabrice, notre collègue de la Manche, peut-être qu'il peut aussi préciser, si tu le souhaites, Fabrice, pourquoi on part du Mont-Saint-Michel, on quitte le Mont-Saint-Michel pour aller vers Nantes. Oui, je peux faire un petit complément d'information. C'est vrai que tout le monde a envie de terminer par le Mont-Saint-Michel. En fait, il y a beaucoup d'itinéraires vélo qui font ça. Et donc, nous, ça a été une demande de la part de la Manche, notamment en fait quand on avait commencé le projet Régalante,
de plutôt le faire dans le sens inverse, puisqu'on a des petits problèmes justement d'hébergement au Mont-Saint-Michel. Il y a les cyclotouristes, mais pas que, qui veulent s'y rendre. Et donc, on a quelquefois des soucis pour réserver une nuitée au Mont-Saint-Michel. Donc, on s'est dit que plutôt commencer au Mont-Saint-Michel, faire tranquillement sa visite, ça pouvait être bien pour le cyclotouriste. Et après, justement, terminer par Nantes. Voilà, c'était aussi de ne pas avoir quelque chose de déceptif à l'arrivée, faute d'hébergement suffisant. Et donc, évidemment, l'itinéraire peut se faire dans les deux sens, mais le parti pris que nous, comité d'itinéraire, avons pris, avec bien sûr la Manche, ça a été d'aller du Mont-Saint-Michel vers Nantes. Gérald qui pose la question, est-ce possible d'avoir la carte et les coordonnées en PDF? Donc je pense que c'est la carte qui vient d'être projetée, donc bien sûr que oui, vous aurez le replay et puis on vous enverra également le PowerPoint. Et si c'était la carte de la Régalante, on en reparlera tout à l'heure, mais oui, il est possible de l'avoir également en PDF. Voilà. Et Gaëtan donc, qui nous informe que il y aura un séjour enfin, un séjour mis en ligne chez Visit West, donc sur la Régalante. Super nouvelle. Voilà, super nouvelle. Alors, s'il n'y a pas d'autres Pour l'instant, questions, on continue donc avec les projets en cours, donc les projets qui sont menés à la fois par le comité d'itinéraire, mais aussi des projets plus locaux qui peuvent, en fait, qui ont de l'importance et de l'impact sur l'ensemble de l'itinéraire. Donc, il y a tout d'abord, dans les projets en cours, l'idée de déployer une signalétique complémentaire. Alors, actuellement, et comme je le disais tout à l'heure, l'itinéraire a un balisage directionnel qui permet d'avancer sur l'itinéraire. Donc, il permet d'avancer sans GPS normalement, sans trop se perdre. Il y a encore voilà, des petits ajustements à apporter, mais de manière générale, l'itinéraire est balisé. Il a un balisage directionnel. Cependant, ce qui est ressorti de cette première saison touristique, c'est qu'il y a un besoin de la part des cyclistes d'avoir des panneaux aussi, une fois qu'on est sur l'itinéraire, d'avoir des panneaux vers les services, vers les équipements, vers les commerces qui sont situés à proximité, pour ne pas avoir à sortir son téléphone et chercher. D'avoir aussi des informations sur le nom des communes traversées. Et puis, dans l'autre sens, c'est quand on est à un point d'entrée de l'itinéraire, ça peut être une gare, ça peut être un point d'arrivée sur le territoire, un point d'entrée important sur le territoire, j'entends, d'avoir des panneaux qui indiquent la direction à prendre enfin, la direction vers l'itinéraire et ensuite la direction vers le Mont-Saint-Michel ou vers Nantes. Donc voilà, ça, ce sont des choses que nous avons, dont on a pris note. Et d'ailleurs, un groupe de travail du comité d'itinéraire est mis en place. On va commencer le travail dès la semaine prochaine avec pour objectif de pouvoir déployer cette signalétique et apporter justement plus de confort et plus d'informations pour les cyclistes. C'est quelque chose qui est revenu de manière régulière, donc c'est déjà voilà, quelque chose qui a été pris en compte et un groupe de travail est dédié à cette question. Par ailleurs, donc, on a eu aussi quelques retours sur les questions de balisage dans la Manche. Donc là, autour de Pontorson, il y a un plan de signalétique directionnel qui est revu à Pontorson avec pour objectif d'améliorer la circulation des cyclotouristes autour de la gare. Et il y a aussi un grand projet en cours, c'est un projet de pôle d'échange multimodal, donc bus, train, vélo, taxi, à la gare de Pontorson, donc avec création d'espaces de stationnement vélo et des cheminements clairs dédiés aux cyclistes et aux piétons. Donc le Pontorson, c'est une gare d'entrée, c'est un point d'entrée sur la Régalante dans sa partie nord. Donc il y a un gros projet en cours sur ces questions. Par ailleurs, donc côté Ille-et-Vilaine cette fois-ci, il y a le projet Cabane Touchemin. C'est un projet qui est porté par la destination Rennes et les Ports de Bretagne avec l'appui de la région de Bretagne. Donc l'objectif de ce projet, c'est de développer des hébergements à la nuitée adaptés aux cyclotouristes et avec une architecture qui fait écho aux identités de la destination et aux identités de la Régalante, avec pour objectif de renforcer l'expérience des visiteurs. Donc, c'est un projet qui est en deux phases. Donc, il y a une phase 1 qui est en cours. Donc, c'est une phase qui s'adresse aux concepteurs et aux constructeurs professionnels qui utilisent des matériaux biosourcés et de préférence locaux. Donc, ces concepteurs qui vont
designer les cabanes. Donc là, pour cette première phase, il y a une date limite de candidature qui est fixée au 6 décembre. Et donc ensuite, une deuxième phase qui s'adresse à des porteurs de projets qui veulent par la suite intégrer les formats qui ont été choisis par la phase 1. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est en cours sur la partie Ille-et-Vilaine. Un deuxième projet, toujours sur cette partie Ille-et-Vilaine, c'est de doter l'Arrée Galante d'œuvres d'art. Les collectivités territoriales qui sont volontaires, donc des EPCI ou des communes d'Ille-et-Vilaine, se sont donné pour ambition de ponctuer les 150 kilomètres de l'itinéraire sur le département d'œuvres d'art, de portes monumentales ou d'œuvres d'art de grande envergure sur le thème des portes de Bretagne pour matérialiser sur l'itinéraire les portes d'entrée dans le territoire breton. La conception de ces œuvres va être confiée à des artistes et avec pour objectif de révéler les identités de l'itinéraire. Donc il y a toujours ce travail sur les identités avec les thématiques historiques de l'itinéraire. Encore une fois, la coordination du projet est menée par la destination Rennes et les Portes de Bretagne. Donc pour ces deux projets, donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra les documents ou on vous mettra aussi en lien avec la coordination. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières sur... Alors, juste pour compléter, Elena, bien sûr, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Donc, Elena nous a fait partie, nous a présenté les projets. Le comité d'itinéraire va également travailler sur un certain nombre de projets qui ne sont pas encore déterminés là, pour 2025. Et du coup, voilà, il pourra y avoir d'autres thématiques d'aborder. Notamment, vous avez dans le questionnaire, il a été question de la gourmandise, de cette notion de régalante. Donc peut-être que ce sera un des thèmes qui sera abordé par le comité d'itinéraire dès cette année. Et donc voilà, ça sera des pistes de réflexion qui sont à travailler, comme il y en a plein d'autres. Alors juste une petite question. Nicolas Montagne qui nous demande, est-il possible d'accrocher des pancartes pour nos commerces sur vos poteaux la régalante? Donc, c'est cette signalétique de rabattement qui permet donc de retrouver les commerces. Donc, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, et je regarde Elena en même temps, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, attendez un petit peu, puisque normalement, ça devrait être prévu à court terme. Voilà, ou si vous en avez mis, je pense que voilà, il y a un travail qui est en cours et qui va être mis en place sur le terrain dans très peu de temps. Et je me permets de rajouter, Angélique, en fait, que par contre, sur ce type de signalétique, en fait, il est interdit de faire de la publicité. En fait, les voies vertes, c'est au même titre que d'autres routes. On va pouvoir mettre que de la signalétique d'intérêt local et donc de pas nommer de marque ou de nom de magasin. En fait, ça va plutôt être les entrées de bourg en fait qui pourraient être indiquées avec les services qui sont intégrés dans les bourgs. Je pense notamment à des boulangeries, des loueurs de vélos, mais sans jamais nommer en fait la propriété en fait de marque. Et en complément, donc il va y avoir un travail sur la directionnelle vélo, vraiment les panneaux vélos qui vont renvoyer vers les services. Et vous pouvez aussi toujours vous rapprocher de votre commune par rapport à la signalétique d'information locale, la SIL, qui peut venir en complément aussi pour signaler les services. Donc, de la même manière, hein, une autre question, euh, est-ce que c'est possible de signaler les hébergements? Donc voilà, c'est de la même manière, tout- toute prestation, tout établissement est à intégrer de la même manière. Après, j'apporte juste une petite nuance. Euh, les hébergements, ça ouvre et ça ferme. Donc, dans la signalétique de rabattement, on essaie en général de renvoyer vers des choses un peu pérennes et qui vont être dans le long terme parce cette signalétique, elle est en dur, elle est pas réactualisée tous les ans. Donc voilà, c'est de l'information plutôt générale. On va pouvoir Est-ce qu'on a continuer. Je n'ai d'autres pas d'autres questions pour l'instant, donc je te laisse Alors, la la suite. prochaine étape, donc, c'est vous présenter les différents outils qui sont mis à votre disposition et qui sont à la disposition des cyclotouristes pour avoir des informations sur la Régalante. Donc, le premier outil, c'est la carte. Donc, cette année, il y a une carte papier qui est sortie.
Donc, c'est pas une carte pour se guider puisqu'on a eu ces questions-là. C'est une carte plutôt pour trouver de l'inspiration sur le territoire, sur qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'on peut visiter. Alors, la carte, elle est disponible dans les offices de tourisme le long de l'itinéraire. Donc, vous pouvez en faire la demande auprès des offices qui se trouvent le long de l'itinéraire. Alors, la carte, donc, elle a aussi, elle apporte aussi des informations un petit peu sur le dénivelé, sur le type de voie, mais c'est une carte plutôt d'inspiration. Plutôt, voilà, on a eu des jolis retours sur cette carte. Pour la partie plus technique, pour la partie plus à se guider, avoir plus d'informations, il y a le site France Vélo Tourisme. Donc, un des projets cette année du comité d'itinéraire, ça a été l'intégration de l'itinéraire sur le site France Vélo Tourisme. Donc, on a travaillé sur l'intégration des textes de présentation des étapes et sur toutes les données de l'itinéraire. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est que l'itinéraire, il est présent dans son intégralité sur Internet, sur ce site Internet de France Vélo Tourisme, qui est le site de référence quand on cherche des informations sur la Régalante. On peut y trouver, voilà, je cite un petit peu, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, toutes les informations qui sont utiles pour l'organisation du voyage sur la Régalante apparaissent sur ce site. On peut télécharger le GPX. On peut voir le dénivelé pour chaque étape, voir là où on trouve le dénivelé le plus important, le point de dénivelé le plus important, donc on y a accès. On a également le type de voie. On a signalé les traversées de routes départementales dont je parlais tout à l'heure, les points de vigilance et aussi des tronçons qui peuvent être parfois fermés, la mise en place d'itinéraires bis. Ce qu'il y a à savoir, c'est que le site est actualisé de manière régulière, donc il y a aussi des points d'actualité de l'itinéraire. Donc là, on a eu des tronçons qui ont été fermés et l'information apparaît sur le site. D'autre part, donc, si on regarde la présentation, donc il y a la carte et sur la droite, ben, il y a des boutons qui permettent d'afficher les hébergements qui sont labellisés Accueil Vélo, donc des hébergements qui se situent à 5 km de l'itinéraire et qui répondent aussi aux critères de labellisation. On peut aussi afficher sur la carte les loueurs, réparateurs, toujours labellisés Accueil Vélo. On a accès aussi aux gares, offices de tourisme, toilettes, points d'eau, les sites d'intérêt, les marchés, sites de loisirs et les restaurants Accueil Vélo. Donc, ces boutons-là, vous cochez et vous décochez et vous faites apparaître les informations que vous souhaitez voir apparaître. Alors, le site France Vélo Tourisme, comme je le disais, c'est le site de référence en termes d'itinérance et de cyclisme en France. Donc, c'est le site qui, en 2023, il y a eu plus de 3 millions de visiteurs, il y a 30 millions d'abonnés et aussi il y a une page Facebook Voyager à vélo en France qui aussi a plus de 125 000 membres. Donc, c'est le site où l'itinéraire est visible. C'est ce site aussi où les hébergements, les restaurants qui sont labellisés vont être visibles. Sauf que cette année, c'était la première année de fonctionnement de l'itinéraire. Donc, nous avons des établissements labellisés Accueil Vélo qui apparaissent via les boutons dont j'ai parlé. Mais cette année, pour faire face justement à l'engouement pour cet itinéraire et puis au fait que nous n'avions pas suffisamment d'hébergements labellisés, euh, nous avons créé une carte qui présente l'ensemble de l'offre de l'hébergement situé à 5 km de l'itinéraire. Donc là, c'est toute l'offre, labellisée ou pas. Donc cette carte apparaît dans la partie service sur France Vélo Tourisme, mais cette carte est provisoire. Cette carte a été mise en place pour faire face et pour pouvoir répondre favorablement, pour pouvoir accueillir les cyclotouristes sur cette première année qui est l'année test. Donc elle sera retirée du site en 2025 et par la suite, seuls les hébergements, les établissements labellisés resteront de manière pérenne sur France Vélo Tourisme. Donc la carte, elle est actuellement encore disponible. Et voilà. Mais l'idée, c'est que quand nous aurons suffisamment d'établissements labellisés, cette carte soit retirée du site en 2025.
Et pour terminer donc avec les outils, quelques chiffres pour peut-être pour illustrer l'engouement et pour la régalante de cet été. En termes de recherche sur le site France Vélo Tourisme, la régalante apparaît en quatrième position sur les noms qui ont été tapés et qui ont été recherchés et les visiteurs en fait sur cette page la régalante. Donc voilà, ce sont des chiffres qui sont encourageants. Quant aux outils, le topo guide des éditions Chamina est en cours d'écriture. Il y a une sortie qui est prévue en juin 2025. Donc, c'est un guide qui est écrit par un auteur qui est Noël Itier. Il a parcouru l'ensemble de l'itinéraire. Et dans ce guide, on va trouver le détail des étapes avec des indications même très précises en fait sur chaque tronçon, à tel endroit il faut tourner, et voilà les choses à avoir en tête pour bien se repérer. Et il va aussi présenter une sélection d'hébergements, donc principalement les labellisés accueil vélo. Il y a aussi une sélection de loueurs, réparateurs. En tout cas, c'est ce guide qui va paraître en juin 2025, qui va être aussi le document de référence. C'est un guide, évidemment, qui est un guide payant, qui sera disponible dans les librairies. Mais en tout cas, voilà, c'est un document qui peut être utile pour ceux qui ont besoin d'avoir un guide pour se repérer, un guide tronçon par tronçon. C'est un complément de France Vélo Tourisme et ça permet d'avoir une version papier pour se guider. Voilà pour la partie outils. Est-ce Alors, qu'il y a des questions? avant de passer à la partie accueil vélo, parce qu'il y a des questions sur l'accueil vélo, je ne vais pas y répondre maintenant, je vais attendre la présentation si vous voulez bien. J'ai juste une petite remarque, quelqu'un qui me demande s'il est possible d'avoir des autocollants. Donc Marie-Pierre, elle me demande si c'est possible d'avoir des autocollants pour coller sur les vitrines des commerçants. Donc c'est une question que je n'avais pas vu passer, que je n'avais pas encore eu. Voilà. Peut-être Marie-Pierre peut-être recontacter donc quelqu'un d'entre nous. Afin de préciser votre demande et puis voir comment, si on peut y répondre ou quel est le besoin réel derrière cet autocollant, peut-être. En tout cas, là, aujourd'hui, on n'a pas d'autocollant avec la régalante. Voilà. Je vous propose donc de nous faire un petit mail ou de nous contacter à ce sujet. Hop, on va passer. Ce sont des commerçants qui vous ont demandé pour être rattachés en la régalante. Je vous propose on en échange directement, ça sera plus simple que via le chat du coup. Et donc, on va pouvoir passer à la marque Accueil Vélo. Donc, Élise et moi, on va pouvoir vous présenter ce que c'est et tâcher de répondre aux deux questions qu'il y a déjà, donc de Nicolas Montagne et de Patrice Angot. Donc, pour commencer, Accueil Vélo, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une marque nationale qui existe maintenant depuis 2008, qui commence à être connue, reconnue par les cyclotouristes et les touristes en général. L'idée globale de la marque, en fait, c'est vraiment d'afficher une garantie d'accueil en fait pour les cyclotouristes. Peu importe où je vais, que ce soit au restaurant, dans un hébergement, dans un site de visite, je veux en tant que cyclotouriste m'assurer d'une certaine qualité et c'est le label Accueil Vélo qui va pouvoir me l'assurer. Ça sert à la fois aux Français qui débutent une expérience itinérante, mais aussi aux étrangers en fait, puisqu'il y a des équivalents d'accueil vélo en fait qui existent. Je vais vous laisser regarder les petits logos en fait pour éviter en fait que vous entendiez mon allemand ou mon néerlandais ou même mon slovaque en fait, il y a du accueil vélo un petit peu partout en fait en Europe. Et c'est vraiment l'idée globale de se dire que peu importe d'où on vient, on peut être assuré grâce à accueil vélo. Et plus largement aussi, ce que j'écrivais, c'est que ça contribue à l'image d'excellence de la France, puisqu'il y a cet objectif fixé par le gouvernement et les principales associations vélo, c'est de faire de la destination France à vélo en 2030 la première destination mondiale du tourisme à vélo. Donc c'est quand même pas rien et c'est la marque Accueil Vélo qui peut nous aider à obtenir ce rang numéro 1. Pour revenir en arrière un petit peu, je vous le disais, Accueil Vélo a été créé en 2008, le long de la Loire à vélo. Alors la Loire à vélo, en fait, c'est aussi l'Eurovélo 6. C'est l'un des premiers itinéraires cyclotouristiques en fait créés. Donc il y a beaucoup plus d'antériorité que notre petite régalante, si j'ose dire. Donc la marque Accueil Vélo était une création du CRT Centre-Val de Loire pour justement accompagner le développement de l'itinéraire
Et cette marque, au bout de 4 ans, s'est déployée à l'échelle nationale. Donc vous le voyez sur la carte qu'il y a, alors c'est peut-être un petit peu petit sur votre écran, mais on a forcément beaucoup de structures accueil vélo le long de la Loire à vélo. On a aussi le long d'autres véloroutes. Il y a la Via Rhôna, par exemple, qui passe par Lyon, si vous voyez bien. Il y a tout l'arc méditerranéen qui est bien doté également en accueil vélo. Et malheureusement, on ne le voit pas très bien là, mais la Régalante, pour l'instant, n'est pas très bien dotée en accueil vélo. C'est normal, comme le disait tout à l'heure Elena, on est au début. On ne pouvait pas labelliser accueil vélo auparavant, mais c'est vraiment l'idée avec vous aujourd'hui et plus largement en fait de labelliser beaucoup de structures pour accompagner le développement de l'itinéraire. Actuellement, on est à plus de 7000 structures accueil vélo, plus de 8500 services accueil vélo. Il y a des structures qui cumulent plusieurs services, je pense notamment aux hôtels et aux restaurants. Et il y a un objectif ambitieux qui est qu'en 2030, justement, pour accéder à ce rang numéro 1 de destination cyclotouristique, on arrive à 20 000 structures labellisées. Donc, ça va être un gros effort à faire de la part de nous, territoires, de vous, prestataires, pour vraiment atteindre cet objectif. Dernière information, le pilotage. Comment ça se déroule Accueil Vélo? Ça se fait à 3 niveaux. Il y a, comme je vous le disais, les copropriétaires de la marque Accueil Vélo. Donc, il y a le CRT Centre-Val de Loire pour commencer, mais qui est accompagné maintenant de France Vélo Tourisme, l'association qui génère le site internet dont vous parlez tout à l'heure, Elena et Angélique. Et après, plus localement, on a des animateurs, des référents qualité. C'est eux qui vont pouvoir vous labelliser Accueil Vélo, vous accompagner dans l'accès au label et dans l'animation au jour le jour, j'ai envie de dire, du label pour pouvoir améliorer votre accueil envers les cyclotouristes. Et donc, ça va vraiment être là qu'Élise va pouvoir répondre à vos questions sur comment on peut contacter ces évaluateurs et comment je peux accéder au label Accueil Vélo avec ces critères. Merci Fabrice. Je continue justement, je vois qu'il y a des questions sur les critères pour être accueil vélo. Alors, il existe un référentiel accueil vélo qui a plusieurs années et qui est en train d'être refondu. Donc, on va vous faire un peu de teasing aujourd'hui sur ce référentiel, ce nouveau référentiel qui sera valide à partir de 2025, qui va s'articuler autour de grands critères socles qui seront communs à tous les prestataires accueil vélo. Donc, la plupart des critères sont dans la continuité. En fait, la philosophie de ce nouveau référentiel, c'est de simplifier les critères accueil vélo en se concentrant sur vraiment les grands attendus des touristes à vélo. Donc le premier critère, c'est évidemment d'être proche d'un itinéraire. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de l'arrêt Galante, alors jusqu'à maintenant, on avait une limite de 5 km de l'itinéraire. Cette limite, on pourra à l'échelle des départements choisir de s'en éloigner un petit peu si on juge qu'il y a un besoin d'aller plus loin. Donc nous, référents départementaux, on est en train de définir les règles à l'échelle de chaque département pour cette distance. Et puis, il faut évidemment être donc dans la limite, la proximité à l'itinéraire et qu'on ne traverse pas de zone difficile, quoi, que ce soit un itinéraire qui soit suffisamment sécurisé. Ce qu'on se dit souvent, c'est de pouvoir emmener des enfants avec une remorque jusqu'au prestataire en sécurité, quoi. Il y a la notion d'accueil, évidemment, qui reste primordiale au sein de ce label, hein, accueil vélo, voilà, tout est dit. Donc, qu'est-ce que c'est l'accueil? C'est déjà avoir envie d'accueillir cette typologie de clientèle de touristes à vélo, d'être en mesure de les conseiller aussi sur les informations de base, les services récurrents dont ils vont avoir besoin, où est-ce que je peux manger ce soir, le réparateur le plus proche, des choses vraiment pratiques. En matière de clientèle à vélo aussi, on a beaucoup d'étrangers, donc c'est être capable de les accueillir au moins les premiers mots de politesse dans leur langue pour vraiment montrer qu'on est content de les accueillir. Il y a la notion de stationnement qui est toujours très importante dans Accueil Vélo. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un stationnement sécurisé? Alors, il y a beaucoup d'hébergeurs aujourd'hui, donc
Pour les hébergeurs, ça va être un abri vélo sécurisé. Donc, faut imaginer qu'il y a un toit et puis quatre murs et une porte qui ferme à clé, en gros. Donc, ça peut être un garage. C'est pas forcément un local qui est dédié pour stocker des vélos. Ça peut être un espace qui sert à d'autres usages, mais qui n'est pas accessible à tous. Et puis pour le reste des prestataires, par stationnement sécurisé, on va attendre des arceaux, donc des U inversés où on peut attacher son vélo par le cadre et qui sécuriseront vraiment le vélo et qui sont ancrés dans le sol. Il y aura visiblement juste une petite dérogation pour les campings où on pourra avoir uniquement des arceaux sur les emplacements également. Tout ça, on l'aura dans la finesse pour début 2025 sur les critères. Un autre point également, c'est quand on voyage à vélo, on a des sacoches, des bagages, et donc quand on s'arrête pour visiter un site de visite, un village, on a envie de pouvoir le faire en toute sécurité en repartant avec ses bagages le soir. Donc la notion de consigne, pouvoir laisser ses bagages en toute sécurité le temps de la prestation, ça peut être si on fait réparer son vélo, pouvoir laisser ses bagages et puis aller se promener. Si on visite un site, pouvoir laisser ses bagages en toute sécurité et découvrir le site sereinement. On retrouve aussi la notion de recharge. On a maintenant entre 25 et 30% selon les itinéraires de vélos à assistance électrique. Donc la plupart maintenant ont une grande autonomie et vont recharger leur vélo le soir à l'hébergement. Donc ça, faut que les hébergements puissent le prévoir, de recharger les batteries de vélos électriques. Mais on remarque toutefois dans toutes les études qu'il y a besoin de réassurance sur ce sujet, que les touristes à vélo puissent se dire si je tombe en panne, où est-ce que je pourrais recharger ma batterie de vélo? Et donc là, on compte sur le réseau accueil vélo pour, par exemple, si on a un restaurant accueil vélo, si on a un office de tourisme accueil vélo, eh ben, on saura qu'en cas de pépin, on aura un filet de sécurité et on pourra recharger sa batterie. Et puis finalement, ce qui manque souvent, enfin, ce qui tombe en panne le plus rapidement, c'est pas la batterie du vélo, c'est la batterie du téléphone. Les touristes à vélo sont très consommateurs de leur téléphone. Et donc, voilà, on a la même problématique pour les recharges de téléphone. Et puis enfin, le dernier grand critère, c'est avoir un petit kit de réparation de base pour les petites avaries. Donc, ça va être une pompe à pied pour gonfler son vélo, quelques rustines, de quoi lubrifier la chaîne. Voilà, ce genre de choses qui sont vraiment très basiques. Donc, sont concernés par Accueil Vélo les hébergements. Donc, ça, c'est le gros, hein, quand même, le gros paquet des référencés, hein, c'est les hébergements. Euh, un point important pour être Accueil Vélo, il faut être soit classé, si donc le classement en étoiles, hein, que l'on connaît. Donc les gîtes et meublés peuvent être classés, hein, c'est quelque chose qui est possible. Et puis pour les établissements qui ne peuvent pas être classés, comme les chambres d'hôtes, on demande d'être labellisé, d'être porteur d'un label qualité. Donc ça peut être Gîtes de France, Clé Vacances, Bed and Breakfast, voilà, il y a plusieurs labels qualité qui sont éligibles. Et donc rapprochez-vous des référents départementaux ou de votre office de tourisme qui pourront vous guider pour savoir si vous êtes éligible. Donc, les hébergements, c'est les principaux prestataires accueil vélo, mais on retrouve également des loueurs, des réparateurs de vélos. C'est une demande, c'est un point fort qui remonte aussi dans les enquêtes, hein. Les gens ont besoin de réassurance, de savoir que tout le long de l'itinéraire, en cas de pépin, ils auront un réparateur. Quelques restaurants, des offices de tourisme et puis des sites et lieux de visite. Donc avec des critères spécifiques à chaque fois qui viennent s'ajouter pour chaque typologie d'acteurs, en plus de ces grands critères socles qui vont être proposés à partir de 2025. Donc nous, on peut vous envoyer les référentiels sur demande, bien sûr. Et puis je relaisse la main à Fabrice pour vous expliquer concrètement, si vous êtes intéressé par la démarche, comment ça se passe. Voilà, avec un petit rappel quand même pour rejoindre cette démarche, hein. C'est vrai que Elena a commencé à présenter tout à l'heure le site France Vélo Tourisme. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être visible sur ce site-là, qui est vraiment la plateforme numéro un, et aussi sur tous les sites partenaires. Donc, Elena a montré des petits chiffres de fréquentation de l'Arrêt Galante qui nous montraient quand même qu'on est dans le top 4 des itinéraires. Pour une première année, c'est quand même exceptionnel.
Grâce à ça aussi, en étant accueil vélo, on va pouvoir vous mettre en avant, nous, CDT, les comités départementaux du tourisme ou les offices de tourisme, puisque pour nous, quand on est à faire un hébergement, par exemple, labellisé, on sait qu'il va être synonyme de qualité et on va pouvoir transmettre cet hébergement à des journalistes, à des blogueurs, à des influenceurs au sens large, à des tours opérateurs pour justement qu'ils puissent créer leurs produits. Donc on est vraiment sur des avantages commerciaux derrière, grâce à ce label, des avantages commerciaux qui se traduisent positivement. On est vraiment dans un domaine en plein boom. Les premiers chiffres d'Elena le montraient. On a des études de fréquentation qui ont été menées à l'échelle Bretagne et Normandie qui nous montrent en fait non pas l'explosion, mais l'augmentation du nombre de cyclotouristes. Donc c'est vraiment rejoindre un secteur en pleine croissance que d'arriver à être labellisé accueil vélo, et notamment sur les ailes de saison. On est tous à peu près pareil, hein, de remplir le mois de juillet, le mois d'août, c'est assez facile. Là maintenant, il faut réussir à étaler en fait son chiffre d'affaires dès le mois d'avril, mai, juin, et de le poursuivre après avec l'été indien, l'automne. Et pour ça, le vélo, c'est vraiment un très bon secteur d'affaires pour vraiment bénéficier d'ailes de saison très positives. Donc dans la pratique, comment on va faire pour rejoindre le label accueil vélo? Élise en Loire-Atlantique, Angélique en Ille-et-Vilaine et moi dans la Manche, on va pouvoir vous envoyer les référentiels propres à votre structure que Élise présentait juste avant. Donc chaque référentiel a ses critères. Vous allez pouvoir procéder à une auto-évaluation, voir ce qu'il en est, voir où est-ce que vous en êtes par rapport à tous ces critères. Et par rapport à cette grille de critères, pouvoir recontacter justement l'un de nous trois ou votre office de tourisme selon les cas pour justement faire le point, voir ce qu'il vous manque, voir ce qu'il faut comme aménagement supplémentaire, comme équipement, service complémentaire pour vous permettre d'accéder à ce label. Donc c'est vraiment un échange qui peut se faire par téléphone, par mail très rapidement. Vous le verrez, la grille, bien qu'elle puisse être un petit peu longue pour le moment, va être réduite dès 2025 pour plus de clarté, on va dire. Il n'y a rien de sorcier, c'est très, très facile à comprendre. Et une fois que on s'est mis d'accord, que vous avez tous les critères, on peut procéder à une visite d'évaluation pour justement vérifier l'ensemble de ces critères ensemble et aussi tout simplement vous sensibiliser, vous informer sur le cyclotourisme et les itinéraires. Donc là, en l'occurrence, l'Arrêt Galante. Peut-être que certains d'entre vous sont à cheval, on va dire, sur plusieurs itinéraires. Je pense notamment aux Nantais, en fait, qui sont en bout d'itinéraire, en fait, qui ne sont pas forcément que Régalante. Mais l'essentiel est de vous briefer sur le cyclotourisme en général pour que vous puissiez après recevoir le plus facilement possible les cyclotouristes en fait dans votre établissement. Et dernière information, peut-être pas la meilleure, j'aurais peut-être pas dû la réserver pour la fin, ce label est payant. Ce label est payant, il vous coûtera 200 € pour 3 ans. Alors, donc le label, les 200 € prévoit donc la visite d'évaluation, la visibilité sur France Vélo Tourisme et ses partenaires, et aussi la transmission, si je ne me trompe pas, ça va être pareil pour vous en Loire-Atlantique et en Ille-et-Vilaine, d'une petite plaquette, de petite vitrophanie, en fait, pour pouvoir matérialiser votre appartenance au réseau Accueil Vélo et que le touriste puisse facilement repérer votre structure dans les villes ou en campagne, de toute façon, peu importe, mais en tout cas qu'il puisse facilement rejoindre votre structure. Alors, je ne sais pas si Élise, Angélique, vous avez des petits compléments d'informations en fait, à donner par rapport à votre territoire, puisqu'il peut y avoir des petites subtilités malgré tout entre les différents départements en tant que nous, animateurs du réseau. Ben, non, vous avez bien expliqué tous les deux. Juste peut-être pour coller un peu plus aux questions qui ont été posées. Donc, il n'y a pas de visite de pré-audit. Enfin, on peut appeler ça pré-audit si on veut, mais cet accompagnement qu'on va faire, que ce soit par téléphone, par mail, et puis aussi sur place, hein, parce que des fois, on peut venir en audit et en fait, tous les critères ne sont pas résolus. Donc, ça peut s'appeler pré-audit finalement. Donc, on vient là aussi en conseil, en fait, auprès de vous. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous poser des questions, et puis ainsi qu'aux offices de tourisme. Donc, voilà, on vous enverra plus en détail les critères. Il ne faut pas hésiter à nous les poser, nous les demander. Je remonte un petit peu le fil aussi. Donc, il y avait le coût, donc on est bien à 200 € sur 3 ans. Euh,
Donc le devenir accueil vélo permet bien de remonter sur France Vélo Tourisme. Et donc du coup, c'est bien ça à terme en 2025 qui prévaudra. Il n'y aura plus cette fameuse carte comment dire, euh, de mise en avant de l'ensemble des offres qui est temporaire hein, parce qu'il y avait cette régalante qui a débuté. Donc, on n'aura plus donc, en 2025 que ces accueils vélos sur France Vélo Tourisme. Voilà, je reprends les questions également. Voilà, et je me Ok. permets, Angélique, par rapport à la carte, de bien préciser, c'est pas forcément une décision de notre part en tant que régalante que de supprimer la carte avec tous les prestataires, hein. C'est vraiment une dérogation qui nous a été offerte par France Vélo Tourisme en attendant que l'on puisse développer le réseau accueil vélo le long de la Régalante. On a eu le droit de mettre en avant l'ensemble des prestataires pour faciliter l'itinérance des cyclotouristes, mais cette dérogation va arriver à la fin, hein, pour 2025, et donc là, ce sera uniquement les accueils vélos qui seront mis en avant. Donc, je vous encourage à aller sur France Vélo Tourisme, à aller chercher la Régalante et vous apercevoir que pour le moment, il n'y a que quelques hébergements, que quelques offices de tourisme qui sont référencés à accueil vélo. Alors, on parle pas mal de chiffres. Je me permets, juste avant les témoignages, les chiffres concernant le cyclotourisme au niveau des étrangers. Alors, j'ai pas les chiffres là en tête, mais vous avez toute une étude qui a été faite en 2023, notamment sur la Régalante, en Bretagne. Euh, et puis, il y en a eu d'autres également qui ont été faites, notamment le long de la Vélo maritime pour rejoindre la Manche et puis un peu plus bas aussi en Atlantique. Mais voilà, vous pouvez retrouver des chiffres sur l'Observatoire de tourisme Bretagne. On pourra vous envoyer les liens, à la limite, on pourrait peut-être le rajouter dans le PowerPoint, comme ça vous l'aurez directement. Par contre, juste une précision, c'est une étude qui a été faite en 2023, donc Mais c'était l'année zéro de la Régalante. On n'aura pas les chiffres de la fréquentation de cet été et pas les données non plus en termes de profil de cyclistes de cet été. voilà, mais on va vous Ouais. présenter tout à l'heure les chiffres de cette année. Et de manière générale, peut-être en complément encore, on a à peu près 20% d'étrangers sur les itinéraires et 80% de Français avec une forte proportion des clientèles du nord de l'Europe, les Allemands, les Anglais, les Belges. Euh, alors sur cet itinéraire, je pense que il peut bien marcher auprès des Anglais notamment. On a sûrement une carte à jouer dans un second temps. Là, on s'est beaucoup concentré sur les clientèles françaises, mais on verra dans le futur comment on peut peut-être davantage travailler ces clientèles étrangères qui dépensent souvent un peu plus. Il y avait aussi une question sur le coût de l'hébergement. Alors c'est très variable selon le coût moyen aurait pas de sens parce que c'est très variable selon les hébergements. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principal hébergement privilégié, le numéro un, c'est le camping, loin devant, qui est à peu près presque la moitié des nuitées se font en camping pour les itinérants à vélo. Et ensuite, c'est plutôt hôtel et gîtes chambre d'hôtes qui viennent ensuite. Voilà. Alors, une autre question sur le budget moyen journalier donc des cyclotouristes. Donc, pareil, hein, c'est inscrit dans l'étude. De mémoire, on est sur 49 euros de dépenses moyennes par jour et par personne. Voilà, alors il y a des détails en fonction de si on est cyclotouriste, itinérant, etc. Mais voilà, vous avez une petite différenciation. Autre chose, j'avais besoin de préciser, enfin, Gérald Service Pro précisait que, en effet, ne pas laisser des VAE sous la pluie. Alors, toutes ces questions très pratiques, liées notamment à l'utilisation de VAE, des batteries, etc., peut-être ça pourra faire l'objet d'une prochaine rencontre très technique, et c'est notamment ce que l'on a de temps en temps l'occasion de faire dans nos rencontres accueil vélo entre professionnels. Donc, peut-être à ce moment-là, peut-être préciser les choses, voilà, d'avoir une rencontre très technique. On va passer du coup au témoignage. Je vais vérifier en attendant si je n'ai pas loupé des questions. Le témoignage de nos deux participants qui ont bien voulu témoigner donc d'accueil vélo. On va accueillir Stéphanie, donc, qui est maison d'hôte à Rentrin.
donc Kerloën, et puis Johan Filastre pour Cyclo-Yo à Nord-sur-Erdre. Voilà, alors on va peut-être commencer par les dames. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Est- Alors, t'entends un petit... Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort peut-être? Je vais essayer. Voilà, c'est bon, on t'entend bien. Alors Stéphanie, dis-nous, précise-nous un petit peu, ben, voilà, tu accueilles des vélos aujourd'hui, tu es au bord de la Régalante, hein, donc tu peux pas être plus loin, tu es vraiment l'itinéraire au pied de chez toi. Tu as vu une évolution cette année 2024 sur la Régalante. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, nous, ça fait 3 ans qu'on est là, donc c'est vrai que depuis mars cette année, on a vu qu'il y avait énormément de passages. C'est vrai que on a eu beaucoup plus de vélos que d'habitude. Et d'ailleurs, heureusement, parce que juillet n'a pas été terrible, donc heureusement que les vélos étaient là. Et nous, ce qu'on peut dire, c'est que bah, c'est beaucoup des locaux, en fait. Il y a eu beaucoup de gens, par exemple, qui cette année sont pas forcément partis en vacances. Alors, je pense que c'était dû au JO. Et du coup, ils ont fait l'itinéraire. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont partis soit de Vitré, soit de Fougères et qui faisaient juste 3-4 jours en itinérant comme ça. Et c'est vrai que le fait d'être sur la Régalante et d'être accueil vélo, ça nous a apporté beaucoup de gens. Et, euh, et c'est vrai que bah, ils nous ont trouvés grâce, surtout enfin, sur l'application Vélo France Tourisme. France Vélo Tourisme. Et on n'a pas eu que des gens qui faisaient la Régalante d'ailleurs. On a eu aussi des gens qui faisaient le Tour de Bretagne. On a eu des gens qui voulaient aller sur la vélo maritime et qui commençaient par le Mont-Saint-Michel. Donc, ils nous ont trouvés comme ça. Mais c'est vrai que grâce au label, en fait, on n'a pas eu que des gens qui faisaient la Régalante essentiellement. Oui, Donc, donc ça a apporté. juste pour préciser, en train, Valcoinon, donc, qui est juste à la limite de la Manche. C'est pour ça que les autres itinéraires dont parlait tout à l'heure Fabrice, on est à la proximité de la vélo maritime notamment. Et nous, ce qui nous attire du monde aussi, c'est parce qu'on fait table d'hôte le soir. C'est vrai qu'en train, il n'y a pas grand-chose. Enfin, quand ils sont en vélo, entre Saint-Brice et Pontorson, il y a 20 km et il n'y a quasiment pas de restaurant. Et donc, c'est vrai que les gens qui viennent chez nous, c'est surtout aussi parce que, il y a la table d'hôte. Donc ça permet aussi de les accueillir. D'avoir une prestation complémentaire et sur des zones notamment où il y a peu de restauration, de pouvoir avoir cette solution que les cyclotouristes aiment bien et après une journée intense et sportive. Très bien. Des choses que vous avez développées depuis cette année pour justement enfin, par rapport à l'accueil vélo et l'accueil de cyclistes? Qu'on a développé, non, pas forcément parce qu'on avait déjà beaucoup de choses. Après, c'est vrai que enfin, les vélos en eux-mêmes, on va dire qu'il y a beaucoup plus d'exigences que des gens qui viennent en voiture ou autre, parce que c'est vrai qu'il faut être prêt dès qu'ils arrivent. Alors souvent, il faut savoir que bah, nous, par exemple, c'est 17 heures les arrivées. Quand c'est des vélos, c'est souvent 15-16 heures, parce que voilà. Donc, quand ils arrivent, par exemple, comme au mois de juin où il a plu tout le temps, on peut pas leur dire, bah, aller refaire un tour. Donc, et voilà, il faut savoir que accueil vélo, ça veut dire aussi déroger un peu des fois de ces horaires, on va dire contractuels, parce que bah, ils arrivent, voilà, quand ils sont trempés, on va pas les laisser dehors. Il faut savoir aussi que bah, des fois, quand on vous demande une machine à 18 heures, bah, il faut pouvoir la faire. Il faut être prêt, avoir des petites bassines avec un tuyau d'eau, parce qu'il y en a qui vont vous demander de faire enfin, ils vont vouloir laver leur petit linge sans faire la machine. Il faut, voilà, enfin, c'est des choses, des brosses pour les sacoches, pour les chaussures, Donc ça, c'est vrai que c'est des petites choses qu'on avait déjà, mais que là, vraiment, cette année, on nous a demandé Les beaucoup. critères accueil vélo ont servi finalement là cette année. C'est ça, c'est ça. On a quelques kits de réparation qui ont servi aussi. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est des petits services qu'on fait payer parce que c'est des choses qu'on achète, mais en fait, voilà, tout ce qui est demandé dans le cahier des charges d'accueil vélo, bah, finalement, on se rend compte quand on y est que bah, les gens en ont besoin et demandent beaucoup.
La seule chose sur laquelle on a été plutôt surpris, c'est que eh ben, finalement, il y a encore beaucoup de gens qui ont des vélos manuels et Mhm. on a eu très très peu de gens En vélo en électrique. vélo électrique. Donc bah, voilà, enfin, la recharge dans la chambre, ça suffit. Et c'est vrai on a eu très très peu cette année En vélo électrique. de vélos électriques, ouais. Ok. Merci Stéphanie. Je vais Rien. passer la parole à Johan, donc, qui est loueur réparateur sur Nord-sur-Erdre, dans Loire-Atlantique. Alors, Johan, Oui, un- c'est bien ça, ouais. Bonjour à tous. Du coup, j'ai un magasin de vélo donc à la gare de Nord-sur-Erdre en tant que vendeur, réparateur et location de vélo aussi. Et du coup, voilà, je suis accueil vélo depuis 2018. J'ai commencé la location de vélo en 2018 sur le canal de Nantes-à-Brest. Et là, du coup, maintenant, je suis situé à Nord-sur-Erdre, en face de la Régalante. Donc voilà, cette année, ça a été une année assez particulière au niveau de la location de vélo, mais par rapport aussi à la météo, hein. On n'a pas eu la saison qu'on voulait, mais la Régalante a apporté beaucoup de réparations, beaucoup aussi de location de vélos. Donc ouais, j'ai eu pas mal de boulot ouais, au niveau de la réparation. Ouais. ok. Un petit plus par rapport au label Accueil Vélo, vous avez senti une petite différence? Bah, je pense que oui, j'ai dû être visible sur ce site-là justement. Je sais plus comment ça s'appelle. France Vélo Tourisme. France Vélo Tourisme, ouais, voilà, c'est ça, et ça a servi, ouais, exactement, ouais. Je pense, ouais. Ok. Après, j'ai pas de retour par rapport à ça, mais voilà. Après, l'Office du tourisme aussi peut, de Nord-sur-Erdre, justement, donne mes coordonnées, hein, forcément, pour si jamais il y a besoin de réparation ou de louer des vélos. Donc, c'est sympa aussi. Des demandes particulières ou des demandes insolites que vous avez pu avoir sur la Régalante? Des demandes insolites, non, pas forcément. Après, il y a beaucoup de familles hein, à vouloir se tester pour la randonnée aussi. Et après, non, j'ai pas eu de choses particulières. C'était principalement des vélos. Ouais, c'était principalement ça, ouais. Surtout du vélo en famille, ouais. Très bien. Vous êtes Accueil Vélo depuis combien de temps? Depuis 2018. 2018. Ok. Ouais. Vous êtes passé très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je me tourne à mes collègues s'ils avaient besoin d'autres questions. Et en tout cas, merci Johan. Bonne journée et bonne continuation. Merci de même. Au revoir. Alors, je vais garder la main et je vais continuer de vous parler des chiffres, quelques chiffres, puisque on a réussi à faire un extrait des compteurs qui sont présents sur la Régalante. Pour vous donner les chiffres, la variation des chiffres entre 2023 et 2024, on a quelques compteurs. Donc les compteurs, ça permet, vous les voyez peut-être pas, mais soit ce sont des petits piquets avec un petit capteur ou des fils, ça dépend, il y a plusieurs sortes de compteurs, voilà, qui permettent de calculer le nombre de passages sur l'itinéraire. Il peut y avoir des comptages vélo, il peut y avoir des comptages vélo-piéton, piéton également. Donc voilà, on essaye de récupérer les données. Donc par exemple, ici, on a le compteur qui est situé à Fougères, dans la ville de Fougères, sur bien sûr la Régalante. Et donc on voit une nette augmentation euh, entre 2023 et 2024, notamment sur la partie été, même si juillet n'a pas été très bon comme Johan nous a dit tout à l'heure. Mais cela dit, on a quand même des chiffres. Et donc des gens qui ont bravé la météo, donc plus 6% sur la période globale. On va avoir aussi trois compteurs sur Vitré Communauté, donc trois sites différents. On va se retrouver avec des données euh, en amont de la Cantache, avec une belle augmentation donc, de 53%. Donc, alors, c'est pas en amont de la Cantache, je me suis trompée, c'était un petit peu après, en retournant sur Vitré. Voilà, une belle augmentation là aussi, hein, on voit bien tous les chiffres. Voilà, la Vitré Pavillon également un petit peu moins flagrant, mais une augmentation d'un petit peu moins de 30%. Et puis un troisième, voilà, on est sur 23% d'augmentation sur la période de manière générale. Voilà, chiffres qui du coup vont être confirmés par la suite
sur la Loire-Atlantique. Je laisse le ton à Élise. Oui, si on continue de descendre, on a un compteur à la Meilleraie de Bretagne, donc un compteur qui est assez parlant parce qu'il est vraiment au milieu de nulle part, en milieu très rural. Il n'y a pas de grosses villes à côté. Enfin, donc c'est assez significatif, hein. On a plus de 140% d'évolution de janvier à octobre par rapport à l'année précédente, avec un pic en juillet et août où on atteint des augmentations très fortes. Alors ça reste un petit compteur en termes de valeur, mais qui démontre une évolution qui est tout à fait significative, et notamment dans une année où, quand on regarde nos autres compteurs sur le département, on est globalement sur une mauvaise année pour le vélo, hein. La météo était catastrophique, donc ça fait partie des compteurs. La plupart de nos compteurs sont en stabilité ou voire en baisse, hein. Et on a ce compteur-là qui est en très forte augmentation. Voilà. Et puis, je vous ai juste mis une autre vue, voilà, qui est peut-être plus marquante. Là, à gauche, on a 2023, à, à droite, on a 2024. Donc, voilà, pour voir l'évolution en termes de valeur. Et puis, sur la slide d'après, on voit, donc, on a un peu de recul sur ce compteur si on regarde les années précédentes. Et ce que je trouve intéressant avec cette courbe, donc, bah, on voit forcément l'évolution sur cette année, mais il prend vraiment, il a une courbe de compteur touristique. C'est cette forme de compteur que l'on retrouve sur les compteurs vraiment touristiques, avec la petite vague du mois de mai et puis le gros pic en été qui redescend tranquillement jusqu'à l'hiver. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir ça. Et puis, la communauté de communes de Châteaubriand-Derval a aussi un compteur à Rouget. Donc, ils nous ont partagé leurs données, donc qui est sur la voie verte, avec une belle évolution aussi du nombre de cyclistes, plus de 60% sur la période février-septembre par rapport à l'année précédente. Donc, voilà, qui est raccord avec ce qu'on vous a présenté précédemment. Donc voilà, ces premières données, elles sont quand même très très encourageantes pour un itinéraire qui a été lancé en mars. Et on voit vraiment le décrochage à partir de mars, hein, dès le lancement. Voilà. Voici tous nos contacts avec nos adresses mail. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions. Euh, je tiens à préciser que vous avez également toute une liste d'offices de tourisme qui sont à votre disposition. Ils ont également des données de manière plus précise, notamment sur les hébergements à proximité de l'itinéraire, etc., qui ne sont pas accueil vélo, hein. Ils ont la liste complémentaire. Ils ont également plein d'informations précieuses en local. Donc, voilà, ne pas hésiter à les contacter et puis rester en lien avec les offices de tourisme. J'avais juste une petite question qui a été posée, auquel on n'a pas répondu, sur une question de sécurité sur les voies vertes, avec notamment les feuilles et les bocs de châtaigne qui peuvent se rester sur leur voie. Alors ça va dépendre en fait en local en fait et au niveau des partenaires qui gèrent les voies en fait. Donc ce n'est pas de notre ressort directement. Euh, Après, voilà, c'est. Vas-y, Elise, tu avais peut-être quelque chose? Oui, juste en complément. Alors, voilà, ça dépend effectivement sur les tronçons. Il y a des passages réguliers, mais voilà, ça dépend des passages. Vous pouvez cependant, si vous voyez des problématiques d'entretien, faire un signalement sur l'outil Suricat, qui sert aussi pour la rando, et ça remonte auprès des maîtres d'ouvrage qui peuvent intervenir, enfin, qui ont l'info. Et qui pourront derrière plus facilement intervenir. Il y a un outil de signalement aussi qui est en développement sur la plateforme France Vélo Tourisme, qui n'est pas encore déployé sur tous les itinéraires dont la Galante, mais qui devrait arriver et qui permettra aux itinérants et à vous aussi de plus facilement signaler des problématiques d'entretien. Merci, Elise. Tu On avais quelque chose à... arrive peut-être au On bout de arrive ce webinaire. C'est ça. Je tenais à vous remercier tous donc, de votre présence et donc encore une fois de toutes les réponses que vous avez pu donner et puis les questions qui nous permettent d'avancer et d'avancer sur le projet Régalante qui déjà
Je me permets de le rappeler, il y a eu une très bonne communication qui a été faite on a reçu, vous avez reçu un nombre assez important de cyclotouristes cette année sur vos établissements et puis sur l'itinéraire. Donc merci beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges avec les cyclotouristes. Donc c'est aussi le but de l'itinérance et de l'itinéraire, de pouvoir échanger, de partager beaucoup de moments, d'agréables moments. Donc globalement, c'est beaucoup de positifs. Peut-être le mot de la fin, bah, écoutez, Larry Galant, donc elle a vécu sa première année d'existence, sa première saison touristique. Donc comme le disait Angélique, ben, c'était une année de test, c'était une année de lancement. Donc il y a des choses on a eu des retours à la positive, il y a des choses qui vont bien. Il y a encore beaucoup de travail pour justement développer la signalétique, développer les services, les labellisations, mais en tout cas, la Régalante est là et c'est à nous de continuer à porter ce beau projet, ce projet commun mené par le comité d'itinéraire. Et donc voilà, merci en tout cas pour votre présence, merci d'être là, merci d'être présent sur la Régalante. Au revoir. Au revoir.